Cette semaine, dans le balado, on découvre l'amour là où on ne l'attendait pas et on fait une drôle de rencontre qui impactera notre vie familiale. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. C'est la route vers la Saint-Valentin se poursuit. Hein. Oui. Il y a des années où c'est... en fait, à chaque automne, il y a un enchaînement de films d'horreur qu'on sent que l'Halloween s'en vient. Mais à Saint-Valentin, c'est pas toujours le cas. Mais là, on a eu Folichonnerie la semaine passée. Ouais. On a L'Âme idéale cette semaine. Puis là, le week-end prochain, c'est la Saint-Valentin. Puis il va y avoir les Hauts de Hurlevent. Alors, il y a vraiment une construction. Et d'après les premières réactions, on dit que c'est très sulfureux. Alors, à la hauteur, je pense, de ce que Margot Robbie voulait faire comme productrice. Donc, bien de découvrir ça bientôt. Comme c'est souvent le cas, le vendredi, il y a toujours comme une grosse nouvelle qui sort, qui se déroule, qui arrive après. Est-ce que ça implique le Super Bowl? Non, ça implique le décès d'une actrice quand même très appréciée. Sûrement. Non. Un matin, il est sorti? Non, vendredi, la semaine dernière. Je pense que j'ai oublié. Ouais, ça se peut, ça fait déjà une semaine. Catherine O'Hara nous a quittés. Désolé si j'ai l'air insensible. Ma mémoire est assez courte sur les nouvelles et actualités. Je comprends. Donc, la maman de Home Alone et de Beetlejuice aussi, la belle-mère de Beetlejuice, de Lydia, disons ça. C'est sa belle-mère? C'est sa belle-fille. Oui, c'est parce que c'est la fille de. C'est pas sa grand-mère? Non, c'est sa belle-mère. Winona Ryder? Ouais. Ouais, c'est sa belle-mère. Ah, OK. Je pensais que c'était sa mère. C'est ça. Non. Fait que, mon lore de Beetlejuice est troué. Donc, Catherine O'Hara, décédée à 71 ans. Ouais, c'est quand même jeune. Oui, quand même. Surtout qu'elle avait tourné l'an dernier dans la nouvelle série de Seth Rogen de Studio. Oui, c'est vrai. En fait, je pense que c'était assez subitement comme décès. AVC ou quelque chose? On parle probablement de pneumonie. Ça faisait quelques semaines qu'elle était malade. Et je pense que tout ça a dégénéré, complications, et finalement décédée. Alors quand même... Et aussi, c'est pas pour le cinéma, mais très très populaire pour Schitt's Creek dans les dernières années, là, qui a, je dirais même, relancé sa carrière. Oui, carrière très liée avec Eugene Levy d'ailleurs, parce qu'elle a joué beaucoup dans des films de Christopher Guest avec Eugene Levy, les espèces de faux documentaires, Best in Show, toutes ces affaires-là. Mais Eugene est canadien aussi. Oui, les deux sont canadiens. D'ailleurs, on fait partie de la fameuse série télé SCTV avec John Candy, Martin Short. C'était une émission à sketch fin des années 70, début 80, créée un peu dans la foulée de Saturday Night. Ouais, c'est ça. Mais là, filmé, donc pas devant public. Mais qui est très drôle, qui était encore peut-être plus edgy même que Saturday Night Live. Fait que finalement plus RBO. Ouais, un peu genre, mais dans l'absurde un petit peu. Vous pouvez aller voir ça, découvrir ça sur YouTube. SCTV. SCTV. OK. Ouais. Fait que voilà, alors quand même. Mais au cinéma, as-tu d'autres faits d'armes? As-tu amené une streak de jouer dans des drames et des affaires comme ça? Non, c'est pas mal plus finalement de la toujours télé dans la comédie. Ouais, c'est ça. Mais genre Beetlejuice puis Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, je pense qu'il y a vraiment eu d'autres rôles aussi iconiques. Là. J'ai pas été fouiller toute sa filmographie. Mais peut-être des petits rôles ici et là. Mais comme je dis, les films de Christopher Guest, c'était quand même un peu niché comme truc. Mais ouais. Et sinon, Quentin Dupieux, que ses fans... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense qu'il va surprendre avec son prochain film. Je sais même pas c'est quoi. Écoute, je sais pas si ça va être tourné en bonne partie en anglais, mais... c'est au début de carrière, c'était tourné en anglais. Ouais, OK, je savais pas, j'ai pas vu ce premier film. Je pense aux États-Unis. Ah ouais, OK. Parce qu'il va tourner avec Woody Harrelson et Kristen Stewart. OK, cool. Qui vont jouer une paire un père qui va tenter de renouer avec sa fille à Paris. Et il décrit ça comme une comédie d'horreur dans le style Emily in Paris, mais en enfer. Donc, je pense qu'il va s'amuser avec les clichés parisiens de baguette cette sous le bras. Ouais, exactement. Donc, quand même, au générique aussi, Emma McKee là-dedans. Donc, devrait sortir en 2026 parce qu'on sait qu'il produit quasiment 2 films par année ou presque. Là. Mais là, est-ce que tu penses que
Kristen Stewart va faire la fille? Ouais, elle joue la fille de Woody Harrelson. Puis Emma McKay va être juste une amie ou quelqu'un? Probablement. Okay. Je savais pas si, à ce moment-là, Emma était la fille, puis là, Woody puis Kristen étaient un couple, là, mais là, il y a comme... C'est weird aussi. Là. Ouais, non, c'est ça. Ben, ça pourrait, là, mais on va avoir 30 ans de différence. Donc, écoute, moi, j'ai déjà hâte de voir ça. Charlotte Lebon aussi sera dans le générique quand même. Ah, cool. Ouais, fait quand même intéressant. Et une nouvelle, je pense, qui va te plaire. On avait parlé hors honte quand c'était sorti, justement. Je pense que c'était vendredi de la semaine dernière aussi. Ben, le dernier film de la franchise de Fast and Furious. Oui. On a confirmé donc une sortie et un titre. Donc, Fast Forever. Oh! Et au printemps 2028. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Non, dans 2 ans. Et ça va faire même 5 ans après le dernier film. Oui, qui était cliffhanger au maximum. Plus, qui est énorme. C'est ça. Puis là, on se disait, ben là, la suite va sûrement s'en venir. Puis là, rapidement, il était comme, ouais, non, c'est pas écrit la suite. Non, puis là, le box-office a pas été à la hauteur. Fait que là, d'après moi, c'est un mélange d'écriture qui a ralenti, mais aussi de financement, tout simplement. Puis là, ils ont dû attendre un Guys, on va avoir un peu moins d'argent. Puis, Mais cette franchise que j'aime, que j'ai difficilement explicable, mais que j'aime, parce que je la trouve complètement insensée, justement. Là, fait que j'adore ça. Ben, ça mérite quand même d'avoir une vraie fin. Là. Ouais. Puis là, j'espère qu'ils vont l'accueillir là, comme les autres films, là, à faire une vraie fin que, OK, ça peut être ouvert, là, mais tu sais, faut que ça ait l'air d'une fin de film. C'est ça. Parce que là, après ça, je pense pas qu'il va en avoir d'autres. Parce qu'à part le box-office est en croissance là, à partir du 5, surtout. Là, le 7, c'est le point fou, mais c'est à cause que Paul Walker est mort, ça a ramené plein de monde. On voulait voir, il y avait une curiosité de voir la fin. Puis on dirait qu'ils se sont dit, c'est notre nouveau bottom, ça va faire un genre 1,7 milliard. Puis c'est comme, ben non, là, puis suite après, c'est retombé. Puis là, il y a eu plein de films autour de la pandémie. Là. Il y en a eu un, le 9e. Fait que là, après le 10e, le fait d'avoir annoncé que c'était en 2 parties, c'est jamais bon. Il y a comme eu une phase où on dirait qu'on faisait plein de films coupés en 2. Puis rapidement, on a réalisé qu'il fallait pas le dire. Tu peux le faire, mais il faut pas que tu le dises. J'espère qu'il y aura un bon résumé au début du film. Ben, j'ai l'impression que puis le dernier aussi durait comme 2h30. Là, fait que je pense que ça va être ça, là, 25 minutes de résumé. Et puis ils doivent être à la recherche de commanditaires. Hein? On a toujours bien Corona. Bien sûr, je sais plus c'est lesquels. Sûrement des chiennes Dickies pour réparer les moteurs. Alors, donc, mais comme on dit des fois, là, j'ai le temps de l'oublier là, parce que c'est dans vraiment longtemps, mais je vais avoir hâte quand ça va sortir. Dom Toretto et sa bande seront tatoués à jamais dans ton cœur. Voilà. Peut-être que je me ferai faire un vrai tatou, qui sait, Family, avec 2 Corona Kitchen. Je ferai pas ça. Donc voilà, pour les actus, somme toute, c'est assez tranquille. J'aimerais ça le faire juste pour la réaction de ma blonde, oui, mais ça serait quand même un regret instantané d'avoir fait ça. Allons-y avec les sorties de la semaine, parce qu'il n'y avait pas de bande-annonce nécessairement très marquante. Donc, tu l'as dit d'entrée de jeu. Comédie romantique pour la Saint-Valentin. Drame romantique. Drame romantique, oui. Pas mélodrame, mais c'est pas le comédie sentimentale à l'américaine. Non, là, non, effectivement. Côté très fantaisiste aussi, tout ça. Donc, c'est l'âme idéale. Premier film pour Alice Vial. Et premier film pour Alice Vial et premier film, sauf erreur, en France pour Magali Lépine-Blondeau, qui joue ici, important à noter, une Française. Fait qu'elle ne joue pas une Québécoise en France, elle a tricoté son accent et ça passe très bien. Et elle partage la vedette avec le beau Jonathan Cohen, aussi très sympathique, qui est aussi très apprécié et qui sort d'un grand succès avec Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, entre autres. Alors, Magali, qui joue le rôle de Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d'amour. Sauf qu'elle a un don un peu spécial. Elle peut voir et parler aux morts, un peu les aider à accepter pas leur deuil, mais leur état de mort et se traverser dans l'au-delà. Fait qu'elle voit pas tous les morts pour toujours, juste ceux qui sont un peu dans ce qu'on pourrait dire les limbes. Qui errent, qui comprennent pas trop ce qui leur est arrivé. Mais pourtant, un soir, elle va rencontrer Oscar, joué par Cohen, un homme drôle et charmant qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible, que l'amour est possible. Mais au moment où elle va commencer à tomber amoureuse de lui, elle va réaliser que leur histoire n'est peut-être pas aussi réelle qu'elle le pense. Et voilà. Alors, c'est pas un gros spoiler, on le voit dans la bande-annonce. Finalement, Cohen mort subi d'un accident. Alors, si elle fait un accident de vélo, c'est lui qui la
qui l'épaule la ramasse, va à l'hôpital, puis réalise quelques temps après qu'il est décédé. Sauf que là, pour la première fois de sa vie, il veut pas le laisser aller, il veut le garder près d'elle. Il y a un peu de ce côté de on s'en fout ce que les autres pensent, parce qu'elle le voit, elle l'embrasse, mais des fois on le voit par le miroir ou le regard des autres qui est tout seul. Là. Une belle scène de karaoké avec ça, d'ailleurs. Oui. Fait qu'on peut imaginer comme ça va être très burlesque, mais non, c'est ça, c'est traité un côté très empathique. Pas tant sur le côté je vois des morts et des fantômes. Il n'y a aucun moment où ça devient un méchant fantôme ou quelque chose. Contrairement dans Ghost, je pense qu'il y avait ça. C'est ce qui a amené un Némésis. T'avais un côté thriller au film. C'est ça. Là, il y a un clin d'œil à Ghost, cette idée-là de la romance envers un mort. Alors que dans Ghost, c'est son amour qui meurt puis qui vient la retrouver. Là, elle ne le connaissait pas avant qu'il soit mort. Mais il n'y a pas de côté thriller, de méchant, de l'au-delà ou de Beetlejuice, comme on disait. Là. Fait que c'est pour ça qu'on est plus dans la sentimentalité. Mais aussi le côté d'être seul. Je vais dire de solennel, non, c'est pas ça. Mais la solitude, oui, c'est ça. Qui, elle, c'est ça, a fait ce choix de mes amourettes marchent pas vraiment, aussi à cause de cette espèce de don maudit qu'elle a gagné, qu'elle a hérité de sa mère. Fait que c'est ça qui est très bien traité, puis tout en nuances, puis des comédiens épatants. Tu sais, Magali, elle a un sourire contagieux, pas comme un sourire sexy là, ou quelque chose, mais justement tellement lumineux, puis elle joue tellement bien physiquement dans les films. Elle a un grand sens de l'empathie envers tous les gens qu'elle côtoie. Mais je pense dans toutes ses séries, dans tous ses films aussi, là, elle dégage ça. Ce côté-là très empathique, très une forme humain. de douceur, même quand elle est comme fâchée ou quelque chose. Moi, ça a été une belle surprise, honnêtement. La prémisse est vraiment originale. C'est le fun. Je trouve que c'est bien développé. Le scénario est intéressant. Parce que c'est une ligne mince là, quand on joue entre les genres, mais je trouve que l'équilibre est bien atteint. D'autant plus que je disais c'est un premier film pour Alice Vial, une réalisatrice qui a fait beaucoup de courts-métrages, mais elle a beaucoup de doigté, très bonne direction des comédiens. Jonathan Cohen aussi, un peu en contre-emploi, bien qu'il commence à jouer de plus en plus un peu plus films. Effacé, c'est ça. Sympathique, mais pas comme dans la vraie vie qui punch puis qui en rajoute, qui en met beaucoup. Là, il est plus terre à terre. Plus avec une retenue, disons ça un peu. Bien qu'il y ait toujours un petit peu d'humour quand même en trame de fond dans le film qui est très sympathique, qui donne des très beaux moments, des très belles scènes. Donc, je pense que c'est un film, vous voulez juste passer un bon moment, vous sentir bien après. L'Arme Vial remplit tous ces critères-là. Puis, élément de fraîcheur, je dirais que contrairement à tout ce qui est sorti récemment, ça dure 1h40. Je sais qu'on juge pas juste un livre par sa couverture ou par genre la durée du film, mais des fois, je trouve que c'est un point positif. Comme on dit, je pense que Léo de Hurlevent qui sort la semaine prochaine est comme 2h15, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va très bien le remplir puis ça va être parfait, mais contreballant, je trouve qu'un 1h40, une sortie comme ça, on n'épuise pas l'histoire pour rien, on presse pas le citron jusqu'à temps qu'il y ait de la redite ou quoi que ce soit. Là, ça coule très bien. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de discuter avec le trio du film. À Unifrance? Non, à Montréal, lors de Cinémania. Ils étaient venus présenter le film en novembre dernier. Donc, avec Magali Lépine-Blondeau, Jonathan Cohen et Alice Vial. Donc, vous pourrez suivre ça dans les prochains jours. Tu l'as divisé en 2 articles? Oui, parce que en fait, la rencontre avec Magali et Jonathan était ensemble. Puis Alice à part. Donc, vous pourrez lire ça, mais super sympathique. Jonathan Cohen, c'est des fois quand même une grande vedette française. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler, mais vraiment le fun, très généreux. On sent la complicité aussi avec Magali lors de leur entretien. Et d'ailleurs, ils en parlent. Ça a été pour un gros coup de foudre professionnel, cette rencontre-là. Est-ce que lui, il l'a découvert avec Simple comme Sylvain? Oui, tout à fait. Alice également. Et pour la petite histoire, en fait, Magali a été découverte un peu par hasard par les deux. En fait, elle a été choisie parce que Jonathan avait passé une soirée avec elle chez les amis communs. OK. Et il avait vraiment charmé. Tout il l'avait vu dans Simple comme Sylvain. Il y a eu le flash. Ça pourrait être elle qui va jouer. OK, lui, il était déjà attaché au rôle. Oui, c'est ça. Il a fait Jonathan, en plus, est coproducteur du film. Donc, il était très impliqué dès le départ. Et lorsqu'il en parle à Alice, il dit moi, je l'ai croisé la semaine dernière dans un café. Et on a jasé et tout ça. Fait que, quand même, vraiment, quand t'es dû, des fois, dans la vie. Ce qui est encore plus. C'est pas la première fois que ça existe, ça arrive, mais tu sais.
Lui, il est coproducteur, producteur, mais il est le rôle co-lead, mais un peu secondaire. C'est quand même elle le rôle principal parce que on est dans son côté à elle. Oui, c'est son point de vue, l'histoire. C'est ça, fait que ça doit être encore plus sensible. Je cherche quelqu'un pour le rôle principal d'un film que je crois, donc je produis, mais qui va être co-star avec moi et tout. Fait que tu vas vraiment trouver la bonne personne. Mais je comprends que tous les films, tu veux trouver la bonne personne et tout, mais c'est une position délicate un peu. Ouais. Là, donc, très beau texte que je vous invite à lire et surtout à aller voir le film. Oui. Vraiment, ça vaut la peine. Restons dans le cinéma français parce que cette semaine, il n'y a quand même pas de gros films américains, ce qui est assez rare. C'est rare qu'une semaine un peu de pause à ce niveau-là. Oui, puis j'ai la mémoire courte, mais la semaine dernière... C'était Send Help qui était un semi-gros, disons. Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'il y a un petit trou ici, quand même. Donc, Marsupilami de Philippe Lachaud. Exact. C'est la bande à Fifi. Hey. Qui est Philippe Lachaud, cette belle gueule blonde qui fait dans la comédie. Il tourne toujours avec sa même gang de comparses, dont sa conjointe. C'est lui qui est derrière les Alibi.com 1 et 2, Babysitting 1 et 2. Qui sont dans mes comédies préférées des dernières années. Écoute, j'ai pas tout vu. J'ai vu Super Héros malgré lui, qu'on qui avait couvert, moins bon, un peu moins bon. Puis Alibi.com 2. Mais j'ai pas vu les autres. Je pense que c'est avec Babysitting que tu l'avais découvert, comme tu disais. Il a fait d'autres adaptations aussi de certains trucs. Puis, fait qu'ici, il se fait prêter les rênes de la franchise Marsupilami. Oui. Au Québec, sur les traces du Marsupilami de Alain Chabat, il y a 2012, à peu près 10-15 ans. 2012, j'ai noté. Qui était arrivé après le fameux succès de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Fait que je pense qu'on a dit à Chabat, hey, travaille les BD, tu fais bien ça. Ça avait eu un très gros succès au Québec. Je me demande si ça n'avait pas en fait... France aussi. Ouais. En France aussi, mais ça s'était bien transféré ici. Québec, je pense que ça avait fait plus d'1 million de dollars. Il faut dire quand même le Marsupilami est très connu ici quand même. Qui vient de l'univers de Spirou et Fantasio, mais qui a eu ses propres aventures. C'est André Franquin, créateur. Fait que là, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on prend un peu l'humour quand même vaudeville et et révérencieux. De jeux de mots aussi. De slapstick, beaucoup de gags visuels. Voilà. De Philippe Lachaud. Et on ajoute l'univers du Marsupilami. Ce qui se passe ici, donc, Lachaud joue le rôle principal en plus de réaliser. On va retrouver aussi au générique Jamel Debbouze. Et, sauf erreur, ça se peut-tu que Debbouze reprend son personnage. C'est comme une suite... c'est dans l'univers. C'est ça. Jamel Debbouze, donc, qui est justement le seul à savoir où se trouve le Marsupilami. Tarek Boudali, Élodie Fontan, qui est aussi la conjointe. Julien Arrouti, Jean Renaud, qui fait son apparition en tant que perfide propriétaire de zoo. Alors, pour sauver son emploi, David va accepter un plan foireux au compte de son patron, joué par Renaud, ramener un mystérieux colis d'Amérique du Sud. Alors, pour que ça passe à travers les douanes et tout, il dit, amène ta famille, sauf que c'est son ex-femme, à qui il est un peu en brouille, avec son fils, pour te retrouver à bord d'une croisière, tout inclus, puis tu vas pouvoir prendre le colis, puis ramener ça subtilo ici. Puis il va réaliser qu'il y a aussi son collègue, ou je ne sais plus c'est lui qui l'amène, son collègue Stéphane, qui est joué par Arruti, qui est totalement un abruti, contrairement pas le pogo le plus dégelé de la boîte, ce qui donne droit à certaines bonnes blagues. Ils vont croiser sur leur chemin une ancienne pop star d'un duo qui était plus le faire-valoir de l'autre, mais qui essaie de faire rouler sa bosse en solo, joué par Tarek Boudali. C'est pour ça qu'il y a une coiffe de cheveux longs qu'on le voit jamais avec ça. Et tout va déraper lorsqu'ils vont contrevenir aux règles, un peu à la... Pas tout à fait comme les gremlins, là, mais en tout cas, il va ouvrir la boîte, l'œuf va éclore, va se retrouver avec un Marsupilami à gérer, mais le Marsupilami va peut-être aider à ressouder son couple, son lien familial, c'est ce qu'il souhaite, pouvoir retourner, se rabibocher avec son ex, mais il y a aussi Jamel Debbouze qui, lui, veut protéger le Marsupilami, le remettre en nature, puis il y a des mercenaires qui courent après, puis il y a Jean Renaud qui menace contre sa vie s'il ne ramène pas le Marsupilami. Fait qu'il est sur la croisière avec tous ces individus-là qui ont un agenda différent au travers du Marsupilami qui n'en fait, disons, qu'à sa tête. Ça donne une belle comédie aussi. Marsupilami qui est des fois CGI, des fois en popette. Un mélange des deux. Un mélange des deux, oui. Du bon jeu physique, c'est ça. Je pense que
Je dirais un genre de 8 ans et plus. Là. Je pense que plus jeune que ça, ça passe. Là. Ouais. C'est peut-être je pense juste... que 6-7 ans vont rire, mais il y a quand même quelques gags. Il y a des petits gags double niveau des fois, là, de petites blagues de pilules bleues et de trucs érectiles. Beaucoup de genre, quand même, coup de poing d'en face, coup de pied dans les fourches, des affaires de même. Là. Fait que je suis pas insensible à ça, mais j'avoue que si j'avais eu 9 ans, j'aurais plus capoté. Ça me rappelle les films que j'écoutais quand j'étais jeune. Fait que faut y aller avec un cœur d'enfant quand même. Là. Mais c'est vrai que de l'humour physique, on en a perdu un peu dans les dernières années. On dirait qu'on n'ose plus aller là. Puis lui, il l'embrasse. Là, il l'a même mis dans la bande-annonce. C'est un petit clin d'œil à E.T. Là, il se sauve à vélo. Là. Bon, ils sont plus sur le bateau de croisière. Puis là, le jump à vélo... Là, la selle débarque du vélo, puis Tarek Boudali atterrit donc le pommeau dans le rectum. Fait que, c'est pas graphique, mais tu le sens, puis c'est bien joué. Les coups de poing d'en face quand les vitres. Et le montage est bien fait. Fait qu'on rit à ces gags-là. Et faut pas bouder son plaisir. Comme on dit, j'étais dans un événement de cinéma cette semaine là, de québécois et tout. Puis là, le distributeur remettait la bande-annonce en disant, tu sais, dès vendredi, la plupart des cinémas l'ont déjà booké, mais n'hésitez pas, ceux qui l'ont pas fait, si vous voulez pour la relâche, etc. Puis, tu sais, tout le monde riait dans la salle. Ces deux gags-là, le coup de poing d'en face, surprise, puis les autres trucs, puis c'est comme, ok, j'avoue. Ouais. Moi, ma réserve, c'est juste que, je veux pas dire ça pour pas y aller, c'est juste des fois, je sais pas si je suis trop snobinard, mais il y a comme un moment où il joue l'enfant, puis le marsupilami à genre celui qui rira recevra une tapette. Puis là, évidemment, quand c'est contre l'enfant, il sac un esprit de taloche qui revole dans le mur. Mais tu sais, c'est drôle, mais je suis comme... c'est comme bizarre quand les enfants voient ça, mais c'est juste mon éditorial, mais c'est moi. C'est peut-être parce que ma fille est trop jeune encore, puis je suis encore trop sensible à ça, puis que quand elle va être... Dans quelques années, vous allez rire ensemble. Ouais, exactement. C'est peut-être ça. Je me sens mal de rire. C'est peut-être juste ça l'enjeu, là. Ouais, écoute, moi je suis un grand fan de la bande à Fifi, de Philippe Lachaud. Je pense ce qui fonctionne, c'est qu'ils sont sympathiques. Ils ont vraiment une bouille sympathique, cette gang de comédiens-là qui fonctionnent bien ensemble. Julien Arruti vole la vedette avec son personnage de Stéphane, complètement idiot. Il est tordant. Tu l'as bien dit d'entrée de jeu, on n'est pas dans un film de marsupilami, mais c'est le marsupilami qui est intégré à l'univers de l'humour de Philippe Lachaud. Parce qu'on n'est pas en forêt, on n'est pas dans la jungle. Non, on est en croisière. Écoute, je pense un comparatif très juste, ce serait les films des Alvin et les Chipmunks que j'ai vus à profusion parce que ma fille tripait là-dessus quand elle était jeune. Fait qu'on est vraiment dans ce degré d'humour-là. D'ailleurs, le troisième film des Chipmunks se passait sur une croisière. Mais c'est ça. Écoute, j'ai ri. Ça faisait longtemps que j'avais ri comme ça quand même au cinéma. Mais est-ce que tu l'as vu à matin? Est-ce que tu l'as revu? Non, c'est la première fois que je le voyais. Non, j'avais pas eu le temps de le voir. Mais je te connais, ça aurait été ton genre. Si tu l'avais vu il y a, mettons, 1 mois et demi. Là. Je pense que je ferais le voir, effectivement. Oui, tout à fait. Parce que ça fonctionne. C'est vraiment très sympathique, très divertissant. J'appréciais justement ces 2 degrés-là de référence. Puis c'était très assumé de Lachaud parce que c'est que c'est un film qui était multigénérationnel. Avec beaucoup de clins d'œil au film des années 80. Beaucoup de clin d'œil à la filmographie de Spielberg aussi. Ouais, vraiment. Surtout à E.T. Il doit avoir comme 40 ans, là, Lachaud. Il y a 45 que j'ai vu. C'est ça. Il a grandi avec ces films-là. La musique des Goonies qui revient, qui est le petit thème musical qui revient quelques fois. Donc, clin d'œil à Gremlins, tu l'as dit, Jurassic Park, Top Gun et tout ça. Fait que, les clins d'œil sont vraiment bien placés. C'est pour ça que je pense que ça en fait un film parfait pour... moi, c'est parce que j'ai vu mon enfant tard, mais quelqu'un de 40, comme tu dis, 40 ans... qui a des enfants de 10 ans, posez-vous pas la question, allez-y, là, c'est génial. Tu sais. Ouais. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que lors d'un entretien, Philippe Lachaud mentionnait qu'il avait passé une audition pour jouer dans le film de Chabat, mais il l'avait pas eu à ce moment-là. Fait que c'est comme ça revanche. Non, il était pas... en fait, je pense qu'il était connu par la bande à Fifi, mais pas au cinéma, mais par... je pense qu'eux faisaient des capsules à la télé, des trucs comme ça. Là. Fait que ça vient de là, un peu leur début. Oui, puis j'ai pas eu le temps de l'écouter, mais j'ai vu un teaser pour une entrevue d'une chaîne YouTube là, très populaire en France qui fait des entretiens de 60 minutes, là, genre avec des comédiens. Fait que j'ai vu comme un teaser de ce truc-là. Fait que là, c'est dans mes onglets à écouter. Mais c'est ça, Lachaud, il sait qu'il est... Quand tu fais de la comédie grand public, comme Émile Gaudreau au Québec, j'en avais discuté avec lui quand on avait parlé de Menteuse cet été, c'est comme, il sait que
beaucoup de gens le méprisent. Le méprisent, le regardent de haut en disant c'est facile ce que tu fais, c'est pas du vrai art, du vrai cinéma, c'est de la bouffonnerie, comme Olivier Guimond qui déboulait des escaliers puis des affaires de même. Puis il dit bon, il faut que tu te fasses un peu une carapace avec ça parce que ultimement c'est chirurgical faire de la comédie, écrire les bonnes choses, le bon timing, là, puis il y en est même... Puis comme il contrôle tout son univers, il devient même excessif. Là. Il racontait que juste pour faire la bande-annonce, il avait fait comme 90 déclinaisons, pas déclinaisons, mais genre versions de la BA avec des petites modifs pour là. Puis comme il dit, tu mets-tu ton gros gag dedans ou pas, tu t'en gardes, qu'est-ce que tu mets, faut que tu racontes l'histoire, tout ça en genre 1 minute et demie, 2 minutes. Fait que c'est une grosse science, puis tout, tu sais. Puis c'est drôle parce que cette semaine, à l'événement de cinéma, j'ai discuté avec du monde de chez Novar, je suis plus certain, mais c'est une des compagnies québécoises qui fait les bandes annonces pour plusieurs distributeurs pour les films québécois, ou des fois les versions VF de films américains. Là. Ça doit être Marty Supreme, là, la version doublée ici. Ouais, c'est ça, puis il disait comme 90, c'est beaucoup. Là. D'habitude, ils sont plus à 4 ou 5. Là. Fait que ça montre à quel point. Je discutais de cet exemple-là avec lui. Fait que, bref, la chose, c'est ça. Il est conscient qu'il finalement, il se retrouve un peu à part. Ultimement aussi, il y a tous ses projets, il y a sa gang, il y a ses amis, là, mais il va pas faire le saut dans d'autres films, d'autres cinémas. Je sais pas s'il y a des intentions de jouer du drame puis d'aller tourner avec Gilles Lelouch. Là. Peut-être pas. Là. Mais aussi, la France, c'est tellement gros, puis ils ont aussi leur star system qu'il doit y avoir plein de cercles fermés que c'est pas tout le monde qui travaille ensemble. Tu l'as dit, il occupe un créneau qu'on voit presque plus. Il occupe bien. Il est populaire à cause de ça. Fait que why not? Tu continues un peu comme Ben Stiller. Oui, mais on aurait pu le voir, mettons, on le voit pas aller jouer dans les comédies de Danny Boone ou Didier Bourdon joue dans ses films, mais lui, il va pas jouer dans les autres films il va pas faire des caméos ailleurs, la chose. À part dans sa gang d'amis. C'est ça. Parce que comme quand Boudali a fait 3 jours max ou 30 jours max, ses films de police, là, il fait un second rôle. Ici aussi. Exactement. Oui, c'est ça. Je pense qu'eux se tiennent en gang, puis ils ont du plaisir avec ça. Puis ça devient assez financier. Hey, Alibi.com 2, là, ça a fait genre plus d'1 million d'entrées. Là, ça a été dans c'est 4 millions d'entrées. C'est ça, fait que ça a été dans les tops de cette année-là, je sais pas quoi, 2023. En fait, ces deux Alibi et les 2 Babysitting sont des très grands succès en France. Fait que c'est ça. Ici, ça s'est moins transmis parce qu'on les connaît pas vraiment. Peut-être en plateforme, ça a peut-être plus fonctionné qu'au cinéma. Peut-être. Mais là, je pense que cette voie-ci, d'après moi, c'est la bonne, avec le côté marsupial de tout ça. Il y a un véhicule pas mal plus connu, effectivement. Là, fait que, je pensais pas parler aussi longtemps de Marsupilami, mais on le recommande. T'aurais pas dit ça il y a un mois? Non, c'est ça. Non, mais je suis pas sceptique. En fait, je suis sceptique du mélange, justement. Ouais. Puis, je trouve qu'il a très bien réussi à le faire, parce que c'est le danger de dire « mon film parle à tout le monde ». Mais il a quand même réussi, mais c'est... Marsupilami dans l'univers de Fifi, comme on a dit. Tout à fait. Fait que, bref, boudez pas votre plaisir. C'est une belle sortie en famille. Puis, tu sais, c'est le 109 du week-end. Là. Il va, d'ici la relâche, il va y avoir plein de films familiaux à chaque semaine. Mais honnêtement, à part des produits très pointus ou autres, mettons, là, c'est vraiment la grosse sortie depuis Zootopia et Bob l'éponge. Là. Exact. Puis Bob l'éponge n'est plus bien à l'affiche. Je pense que Zootopia l'est encore à défaut, là, parce que c'est le gros Disney, il est très bon, très apprécié, mais après 10-11 semaines, j'imagine que les intéressés l'ont vu. Là. De très bonnes choses. Sauter sur Marsupilami. Alors, allons-y avec une déferlante, parce que moi, j'en ai vu quelques-uns, toi, t'en as vu quelques-uns, mais on s'entend que c'est pas des gros canons nécessairement. Non, mais des petites choses intéressantes à travers. Peut-être que certains attendent, comme toi, de pied ferme, le volet final de la post-trilogie de l'univers des Strangers, Les Inconnus, chapitre 3, dernière trilogie menée par Rennie Harlin, qui... je crois, parce que c'est toi le spécialiste de ça, fait quand même un très bon boulot avec ça. Parce que Rennie est plus comme un tâcheron là, pour Hollywood. Là. Moi, je lui donne La falaise de la mort, qui a marqué ma jeunesse avec Sylvester Stallone. Qui est son meilleur film, je pense. Oui, c'est ça. Puis qu'il y a d'ailleurs un remake qui n'arrête pas de pas arriver, là, mais co-prod Canada-États-Unis avec... Lily Collins. Oui, exactement. C'est Lily Collins, c'est ça, qui va arriver un jour. D'après moi, ce rendu-là, ça va être plus, je sais pas, 2027 ou fin d'année ou quoi que ce soit.
Bref, Les Inconnus, chapitre 3, qui sont toujours des slasher thrillers de 90 minutes, avec, en général, on va le dire quand même, des reviews terribles, mais pourtant un box-office très décent pour ce genre de film. Je crois que les adeptes sont au rendez-vous. Ouais, à part le premier, je pense que le premier, comme consensus, que c'était vraiment un bon film à l'époque. C'était quand même avec Liv Tyler. Ouais, c'est ça. Là, on parle de l'original. Qui, je le dis à chaque fois qu'on en parle, est un remake d'un film français. Ouais, quand même. Mais là, cette trilogie-là, on ne sait pas trop d'ailleurs quand est-ce qu'elle s'inscrit dans toute cette lignée de temps-là. Mais oui, tu l'as dit, là, les critiques les détestent. Ah, et le Rotten est à 15%. Ouais, c'est ça. Mais je suis sûr qu'il va faire quand même un bon 10 millions. Ben, ça coûte rien. Les 3 films ont été tournés pour 30 millions en 3 mois en 2022. Fait que c'est quand même audacieux de dire on va faire une trilogie complète. Mais je pense qu'ils savaient que le risque valait la chandelle. Probablement. Parce que s'ils avaient tourné à chaque année, ça leur aurait coûté le double au moins. Et là, il faut dire que tout se passe en l'espace de quelques jours aussi. Là. Puis leur plan, c'est un par année. C'est pas tout le temps au même mois, là, mais à peu près aux 12 mois. Mais moi, c'est un plaisir coupable. Je reconnais que c'est ce que c'est. Si vous avez détesté les 2 premiers, c'est pas le dernier qui va vous convaincre d'aimer ça. Mais il suit bien. Oui, il suit bien quand même. C'est même plus intéressant que... Ben, en fait, il est un peu plus bonkers. Le scénario prend vraiment des twists bonkers dans le genre foufou, là. Ouais, c'est vraiment un peu très audacieux d'aller dans ces zones-là. Je crois pas parce nécessairement... Parce que là, dans le fond, le premier était séquestré avec son fiancé. Lui, on le voit plus. Non, c'est ça. Fait que là, dans le 2, elle est prise en chasse toute une nuit, mais... là, on faisait clin d'œil à Halloween 2 où elle est à l'hôpital, puis le meurtrier, le Scarecrow, et ses 2... mignons, ces 2 assistantes vont traquer la survivante dans l'hôtel. C'est lui qui a le bague de jute, un peu comme dans Batman. Là, exact. Okay, l'épouvantail. Puis l'autre, c'est quoi, un bébé, genre de bébé clown? Ouais, un doll face, puis l'autre, c'est comme une pin-up un peu, là, un Betty Boop un peu dans ce style-là. Ouais. Donc, elle réussissait à les semer encore. Et là, on arrive à la conclusion, finalement. Mais là, elle veut se venger puis contre-attaquer, là. En fait, là, elle va être encore... Maya. Capturée, puis va falloir qu'elle s'échappe des griffes de ces prédateurs-là. Je ne veux pas trop en dire parce qu'il y a quand même beaucoup de revirements dans cette trilogie-là, et on explore surtout le passé des 3 meurtriers, ce qu'on ne savait pas du tout dans les 3 autres films précédents. Les 2 autres films précédents. Avec là, on comprend tout ça, comment il est parti. Est-ce que c'est de l'intimidation secondaire? Ils étaient déjà un peu fuckés dès le départ. Fait que c'est correct. Ultimement, moi, je préfère toujours quand il y a une zone de mystère. Mais je dirais vraiment quand même, le scénario va dans des zones que je ne m'y attendais pas, qui est un peu audacieux, mais tu l'as dit, Renny Harlin fait qu'il y a quand même une réalisation très intéressante. Là. Il maîtrise quand même la façon de raconter visuellement des codes du genre qui sont bien respectés. Moi, j'adore Madeleine Petsch quand même. Je sais qu'il y en a qui la détestent dans ces films-là. Moi, je trouve qu'elle fait un très bon travail. On la connaît d'où, sinon? Elle venait de Riverdale, qui était sur Netflix, la revisitation des Archie. Fait que voilà. Fait que écoute, moi, honnêtement, j'ai eu du bon temps, comme aux 2 premiers. Je trouve ça efficace. J'adore l'univers, j'adore le look de ces personnages-là. Fait que même si c'est un peu ridicule par moment, j'ai embarqué. Ouais, puis tu sais, ce genre de film-là, je pense que les adeptes vont être au rendez-vous premier week-end, puis je dirais même premier vendredi soir. Ce soir, le monde va être là. Ça va être 2-3 semaines, peut-être 4 au cinéma. Allez-y rapidement, puis c'est cool. Là. Surtout qu'il y a Scream quand même qui s'en vient, là, fait que c'est l'autre gros morceau de film d'horreur, fait qu'il va venir voler des écrans. Fait que voilà, pour Strangers Chapter 3. Restons dans l'horreur? Non, c'est l'inverse, on va s'échanger la balle, fait qu'on va aller complètement ailleurs, comme tu dis si bien, avec Fanon de Jean-Claude Barny, qui est un drame biographique sur le Martiniquais Franz Baron, qui était un psychiatre de formation, mais aussi une espèce de révolutionnaire social en Algérie. On est en 1953 à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville en Algérie. Alors, on est sous domination coloniale française. Alors, face à des méthodes archaïques et souvent brutales, il va instaurer des approches thérapeutiques plus adaptées à la culture des patients algériens. Donc, c'est pas parce qu'ils sont
trisomiques et autres qu'il faut les fesser parce qu'ils sont stupides, là, tu sais. Fait que j'ai l'air bien choquant, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non, on peut plus faire ça, Patrick. Ce sont des humains à part entière. Fait qu'au fil de son engagement, il va être confronté aux violences aussi militantes puis la montée du conflit algérien. Fait qu'il va prendre position là-dedans jusqu'à un décès d'une maladie éventuellement. Fait que c'est un personnage historique très fort. Et ça sort pas anecdotiquement le 6 février. C'est parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs, février. Alors, c'est pour ça qu'on met d'avant le Frantz Fanon, qui est un personnage important justement du colonialisme. Pas juste contre les Noirs, mais contre le peuple algérien en général, puis la dictature et tout. Fait que c'est un militant à son époque. Et donc, aussi, toi, tu as... Oui, c'est ça qui a amené beaucoup, tu sais, le militantisme social, mais sur le traitement des patients, la psychiatrie, puis justement, beaucoup des méthodes de façon de faire, un peu à la, tu sais, Patch Adams, là, qui arrive, puis qui est comme, il faut respecter le patient et tout. Je dis ça comme si j'adhérais pas, mais je veux dire, j'essaie de résumer 2h15 de film rapidement, et toute une vie, en fait, pas juste un film. Fait que, mais je l'ai vu il y a très longtemps, je dois dire. Je l'avais vu comme cet automne dans le cadre de, je pense que c'était à Cinémania aussi qui avait été présenté puis tout. Je l'avais vu ça par rapport au booking puis plein d'affaires. Bref. Fait que je l'ai pas revu récemment, mais j'avais bien apprécié ça. Ça reste des biopics, donc toujours un petit peu didactique dans cette manière de remettre dans le contexte culturel puis qui est la personne et tout. Mais je recommande Fanon. Donc, puis j'ai oublié de noter le comédien, mais pas quelqu'un qu'on connaît, là. C'est pas Omar Sy. Là. Non, OK. Non. Mais vous pouvez même faire un doublé, donc, thématique Algérie avec L'étranger et Fanon. Oui, voilà, c'est ça. Deux films très différents. En fait, il y a aussi deux positions complètement différentes parce que dans L'étranger, on les haït, les Algériens, là. Fait que, en tout cas, le personnage... mais c'est dans la même époque, quand même. Tout à fait, ouais. Peut-être qu'ils se croisent, peut-être un caméo. Retournons dans l'horreur, mais du côté plus surnaturel, cette fois, avec le thriller d'horreur canadien, Whistle, qui a une traduction audacieuse, Sifflet maudit. En France, il l'appelle Le Sifflet, qui est plus générique. Sifflet maudit, c'est ça, mais... Écoute, c'est mon éditorial, là. Ça sonne pas si bien que ça comme titre de film, je trouve. Là. C'est un peu... Vous auriez pu garder Le Sifflet. Whistle de Corinne Hardy, qu'on connaît... Entre autres pour The Nun en 2018. Qui a fait le premier. Est-ce que lui, c'est un Canadien? Non, je ne crois pas. Ça, c'est une prod canadienne, ou du moins majoritaire canadienne, je pense. Ouais, je pense avec l'Irlande même. C'est ça, OK. Fait en soufflant dans un mystérieux sifflet aztèque, 5 élèves du secondaire vont chambouler les plans de la mort qui va tâcher de les liquider un par un. Au générique, Daphne Keane, qu'on connaît pour, entre autres, le personnage de X-23 dans Logan et Deadpool contre Wolverine, et notre chouchou Sophie Nellis, qui joue en anglais ici, et Nick Frost, qui doit avoir un caméo qui, j'imagine, soit est celui qui leur donne des conseils, soit est quelqu'un qui meurt rapidement dans l'histoire. Je dirais plus la deuxième option. D'accord. Mais qui est du fameux duo avec Simon Pegg, puis des Sean, les zombies et tout. Là, fait que, qui se plaît bien, je pense, à aller faire des caméos dans des films d'horreur puis des films de genre à gauche puis à droite partout dans le monde, finalement. Je pense qu'on fait un genre d'hommage à Final Destination avec ces films-là. Est-ce que je me trompe? C'est ce qu'on dit à gauche et à droite. Ouais, parce qu'on est dans cette thématique-là de mort. Vous surprendra. Ouais, c'est ça. La première, c'est quand même intéressante, où dans le fond, c'est ta propre mort, donc celle que tu devais vivre, devais subir, plutôt, mettons, qui va, elle, te rattraper finalement. OK, arriver plus tôt que prévu. Ouais, c'est ça. Donc, tu te fais tuer par toi-même. C'est ça. Fait que c'est pour ça que toutes les morts sont différentes pour chacun des personnages. Okay. Fait que ça, c'est quand même intéressant, l'approche. Les scènes d'horreur. Il n'y a pas tant de jump scare. C'est peut-être, moi, je dirais un peu de défaut de film, là. Mais les effets, parce qu'on voit quand même que c'est un film à petit budget, sont quand même très potables là, pour le budget. Aussi, mélange un peu d'effets pratiques et d'effets numériques. Fait que... le film me semble, j'ai juste vu la bande-annonce, mais semble esthétiquement travaillé quand même. Là. Ouais, on est dans le très gris, tourné en Ontario à l'automne, donc ça se sent. Une grande partie est dans une usine. Fait que non, je dirais pas que ça se démarque. Je ne vais pas dire qu'il est coloré, mais je trouve que les shots de morbidité avaient l'air quand même cool. Ouais, mais je dirais que ça reste un film à facture visuelle canadienne quand même. Là, on n'y échappe pas, je sais pas pourquoi. Si on compare à Strangers, là, qui ont peut-être le même budget,
Mais on voit quand même que Rennie Harlin... Parce que si on fait 3 films pour 30 millions... ouais, mais mettons 10 millions chaque, tu sais. Fait que d'après moi, Whistle doit avoir 1,8 million. Ouais, moi, je donnais peut-être 4-5, mais peut-être. J'ai pas réussi à trouver l'info. Mais si c'est un 2 millions, ça paraît. Mais quelqu'un m'avait déjà dit, puis ça, techniquement, on n'en fait pas des films, là, mais qu'il y a un des gros enjeux qui n'est pas la qualité des directeurs photo, mais les caméras. Puis c'est juste comme l'équipement est juste moins ça bon. Ça se peut bien. Puis je pense que c'est le cadrage aussi, tout ça. Pourtant, The Nun, quand même, était quand même bien. Puis il y avait les moyens aussi, peut-être. Fait que bref, moi, ma déception est peut-être juste un peu là. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la prémisse. Surtout de voir Sophie Nellis quand même jouer en anglais. Puis elle fait un très bon boulot, là, même si à 24 ans... Elle commence à être peut-être un peu... joue secondaire. Ouais, c'est ça. Là, on est comme... ces derniers. Et Daphne Keane aussi. Curieusement, Daphne Keane qui est plus jeune que 21, mais paraît beaucoup plus vieille à l'écran que Sophie Nellis. Fait que on y croit un peu moins. Mais, moi, ce qui me fait rire là, dans tout ça, c'est que on avait discuté avec Sophie Nellis. Toi, tu y as-tu reparlé? J'y ai reparlé, mais... Tu me diras si ça a changé. Oui. On y avait parlé pour... le vœu d'Irina, oui. Oui, c'est ça, Promesse d'Irina. Promesse d'Irina, oui. Puis on dit, y a-tu un genre, tu sais, t'as fait beaucoup d'affaires, puis elle avait dit comme, je suis tanné de faire des films d'horreur parce qu'elle avait fait des Uncaged puis des choses comme ça. Puis ça se pourrait même, avec le temps qu'elle avait déjà tourné ce film-là à ce moment-là. Je sais pas si ça a été tourné quand. Je pense que ça a été tourné récemment. OK, parce que ça me fait toujours rire. C'est comme, je suis tanné de faire des films d'horreur puis de gueuler, puis j'ai envie de faire un peu d'autres choses, puis que là, comme un an plus tard, elle est dans un film d'horreur. Puis d'autant plus que sa série aux États-Unis, Yellow Jackets, même, on est dans ce mélange-là. Ouais, c'est ça. Mais des fois, ça sonne un peu terreur. comme... Tu sais, je pense que tu l'as fait parce que le scénario est intéressant puis tout, mais ça se pourrait qu'elle a pas eu... tous les scénarios qu'elle voulait sur son bureau non plus. Peut-être aussi, mais non, j'en ai parlé parce que ce qui est curieux, c'est qu'elle n'aime pas non plus le genre. C'est pas un film. C'est ça. Elle l'affectionne pas, bien que tu sais, elle est plus jeune à envoyer des films au cinéma d'horreur pour le thrill, puis si des amis vont lui en parler d'un, elle va l'écouter. Mais elle disait ce qui l'a vraiment attiré dans le projet, c'était un peu cet angle-là de la mort et tout ça. Donc, qu'elle trouvait la prémisse originale, puis elle adore quand même se sortir de sa zone de confort, ce que ces genres de films-là font. Fait que voilà, fait que oui, l'entretien est déjà en ligne pour celui avec Sophie Nellis, fait qu'il faut aller voir ça sur monciné.ca. Elle parle aussi d'ailleurs de son amitié qu'elle a développée avec ses co-vedettes, donc pas juste Daphne Keane, mais aussi une des autres comédiennes. Donc, ils ont fait un voyage après le tournage, ils sont encore en lien, tout ça. Donc, fait quand même, Sophie Nellis, faut pas négliger. Yellow Jackets, c'est une grande série quand même qui a marqué ces dernières années. J'ai l'impression qu'on doit être dans la dernière ou peut-être avant-dernière saison, là, parce qu'on est rendu à 4 saisons, puis je pense que le concept, à un moment donné, tu peux juste l'étirer tant que ça. Mais elle avait partie d'une autre série sensation de l'hiver dont tout le monde parle, c'est Heated Rivalry. Oui, c'est vrai. Donc, elle avait un petit rôle là-dedans aussi, quand même. Une actrice américaine. Ouais, c'est ça. Donc, quand même. Puis ça, il va y avoir une deuxième saison. Ouais, c'est garanti. Je ne sais pas si elle va revenir. D'après moi, ils vont la ramener de la même manière. Là. C'est plus parce que elle devient ultimement une bonne amie de... T'as-tu écouté la série? Non, j'ai pas ma conjointe l'a écouté, mais... écouté avec, c'est quand même elle bon, m'attend pas, c'est ça le problème. OK. Quand elle commence un épisode, je suis faite si je l'écoute pas. Non, c'est ça, c'est qu'à un moment donné... je vais l'écouter par curiosité. Justement, une jeune star qui va jouer dans un film de super-héros, puis qu'elle aime pas trop son casting, mais là-dedans, puis là, elle commence à dater un peu Hollander, qui lui... est gay, mais n'accepte pas... ne veut pas sortir du placard, fait qu'il dit je peux encore essayer puis tout. Puis ultimement, il reste juste en bon terme. Fait que comme elle reste son amie dans tout ça, je pense qu'on va la revoir. Elle devient sa confidente finalement. Désolé si j'ai spoilé Heated Rivalry, là, c'est pas un gros spoil. Non, c'est sûr. Je ne spoilerai pas ce qui se passe avec François Arnault, par exemple. Ça, vous l'écoutiez pour le savoir. Mon personnage préféré. Et pour finir, le documentaire À travers tes yeux de Brigitte Poupard. À la fin de 2019, la cinéaste, on la connaît pour être comédienne, mais ici, elle réalise le film. Brigitte Poupard, qui a réalisé, entre autres, Où vont les âmes, cet automne, se rend en Haïti avec sa fille adoptive afin que celle-ci rencontre sa mère biologique. Fait que c'est donc un documentaire sur cette rencontre-là, mais aussi sur ce sentiment de où sont mes racines. Elle donne beaucoup la place à sa fille à ce moment-là. Quel âge à ce moment? Je dirais fin de la dizaine, genre 19-20 peut-être. Là.
Je suis pas... J'ai pas vu le film, par contre. Je veux dire, fait que je me fie à la bande-annonce et ce que j'ai lu. Là, fait que je pourrais pas vous donner toute mon appréciation personnelle. Je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps. Mais que c'est une œuvre très empathique, justement. En fait, ça ressemble à ce que Poupard fait, qui est une actrice qui est... Comment dire? Qui est pas connue de tous, mais c'est un visage qu'on reconnaît, puis au Québec, on aime nos artistes, fait que ceux qui l'aiment l'adorent, fait qu'elle est quand même suivie, ce qui témoigne aussi du grand succès de Où vont les âmes cet automne. Puis c'est grand succès, ça n'a pas fait 1 million, mais ça a fait, je pense, ça a fait plus de 100 000 et tout. Fait que pour un film sur le suicide assisté, quand même lent et tout, c'est un très bon succès que ça a eu. C'est une artiste très engagée, elle fait beaucoup de théâtre aussi. Voilà, c'est ça. Fait qu'elle a sa crowd là, quand même, là, même si elle n'a pas ses réseaux sociaux, c'est pas la même chose que Sophie Nélis, par exemple, mais faut pas penser que ça n'intéresse personne, ça intéresse plein de gens. C'est aussi cette idée de faire du précis, sa fille, sa relation à elle. J'ai oublié de noter son nom, je pense que c'est Fabiola. Oui, Fabiola, la comédienne, oui. Non, sa fille, je pense que pas Fabiola Aladdin, mais puis qui co-scénarise aussi l'histoire et tout, là, est engagée dans le processus, c'est pas juste devant la caméra, elle est derrière également, là. Ils ont comme fait le film ensemble, c'est juste qu'ils ont signé que c'est la réalisation de Brigitte. Fait que bref, c'est ce qu'elle aime, je pense, c'est l'humain, le sensible, l'empathie, ce regard-là, des questions personnelles, dans le fond, qu'on traite là-dedans, sur l'identité, la mémoire, la perte de repères. Fait que voilà pour À travers tes yeux. Comme tout documentaire, sauter sur l'occasion, il doit y avoir aussi plein de projections accompagnées de justement des deux, de Brigitte et de sa fille. Je pense qu'il y en avait en amont, là, on est aujourd'hui le 6, je pense qu'il y en avait dans les derniers jours à gauche et à droite au Québec, mais il y en a probablement autour, genre au Beaubien, assurément. Peut-être les cinémas au travers de Montréal, peut-être qu'il va repasser pour d'autres tournées, genre de film que vous pouvez demander aussi à votre cinéma, de dire hey, quand on fait du ciné-répertoire, blablabla, dans 1 mois, on peut-tu voir ça? On aimerait ça. La semaine prochaine, 13 février, c'est un vendredi 13, mais sauf erreur, il n'y a pas de film d'horreur. C'est vrai. C'est le week-end de la Saint-Valentin. Ouais. Le suspense, pas le suspense, j'ai fait un copier-coller ici. Wuthering Heights, les Hauts de Hurlevent avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Il y a quand même un côté thriller un peu dans le film, là. C'est comme un peu revenge movie. Ouais. C'est pas juste à l'eau de rose. Que je connais pas, le fameux livre d'Emily Browning, qui a eu des films sur elle, Browning, avec Ella McKay, entre autres, qu'on a discuté précédemment. Le thriller Crime 101, Crime 101, avec belle brochette, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry et le toujours coloré Barry Keoghan. Bien hâte de voir ça, l'adaptation d'un roman à succès. De Don Winslow, qui est un des auteurs très appréciés dans ce genre-là. Fait qu'il y a un petit côté hit un peu de Michael Mann, je trouve. Là. Moi aussi, j'aime bien ça, ce genre de film policier quand c'est bien fait. Ça et plein d'autres films que, je sais pas, on aura ou pas le temps de voir, mais on vous présentera quand même. Ce week-end, c'est le Super Bowl. Fait qu'il va sûrement avoir plein de bandes-annonces, de nouvelles affaires de première image. D'après moi, il va y avoir du Doomsday, sûrement, là, après avoir teasé au travers d'Avatar. Peut-être qu'on va avoir une vraie bande-annonce. Ils ont déjà annoncé que pour Project Hail Mary, ça allait avoir la bande-annonce finale, allait sortir juste après ou en même temps, mais c'est pas un nouveau film. Très hâte, par contre, le 20 mars. Moi aussi, j'y crois Projet beaucoup. Dernière Chance avec Ryan Gosling. Je sais que Star Wars, Mignon aussi, qui vont avoir des annonces. Bon, voilà, Super Bowl. Ouais, souvent, c'est même plus une surprise. On sait déjà qui va avoir. Fait que ça va annoncent les annonces. Je sais même pas qui ils sont. Ça veut dire que les Pats sont de retour? Oui. Contre qui? Les Seahawks de Seattle. Les Seattle. Eh bien, ça joue où? C'est à San Francisco, je pense. OK. Il me semble que oui. On rappelle pour les non-amateurs de football que le lieu est toujours décidé d'avance, fait qu'il n'est pas en lien avec l'équipe ou l'affiche. C'est comme les 3 prochaines années sont genre déjà décidés à quel endroit c'est et tout. Et voilà, fait que ça et bien plus de films. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca. Suivez, like, follow, share, subscribe. Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné avec Catherine Chabot et Folichonnerie qui bat son plein. Disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province.
Visitez le monciné.ca pour plus d'informations et pour tous les articles, comme tu as dit, celui avec Sophie Nellis c'est déjà là, ceux avec Alice Vial et Magali et Jonathan s'en viennent, et il y en a plein d'autres, je pense. On a mis aussi cette semaine les entretiens avec Pierre Ninet et Yann Gozlan pour Gourou. Oui. Fait que, ouais, quand même une grosse déferlante parce que j'avais été fort occupé à Unifrance. Oui, puis il y a beaucoup de films français ces jours-ci, ces temps-ci. T'avais-tu... Non, t'avais pas reparlé à Jodie Foster. T'avais-tu quelque chose pour... Oui, avec Rebecca Lazatowski. C'est ça, qui est en ligne aussi déjà. On a dû parler la semaine dernière et tout. Bon succès, d'ailleurs, pour vie privée. Allez voir tous les films. Il y a plein de films. Il y en a, certains diraient même trop. Alors, faites votre choix et allez-y sans hésiter. Donc, visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais vous avez des aptitudes de médium et que vous rencontrez quelqu'un sur un site d'accident qui vous met à vous parler, pensez-y 2 fois avant de l'inviter à la maison.